Bonjour à vous derrière votre écran, ici c'est Noël de KitKreaNet et aujourd'hui on va parler d'un véritable couteau suisse pour les images et les PDF. Ce couteau suisse se trouve dans votre Mac et il s'appelle Aperçu. Alors on va faire un gros focus sur cet utilitaire que vous ne connaissez peut-être pas, et si vous le connaissez, eh bien peut-être que vous ne le connaissez pas assez. J'ai déjà fait un article qui expliquait comment utiliser Aperçu pour poser votre signature sur un document PDF. Vous pourrez retrouver cet article ici dans le lien qui vient de s'afficher ou bien en description de la vidéo. Mais vous allez voir que Aperçu c'est beaucoup plus que ça. Pour tout vous dire, c'est un outil dont je me sers personnellement toute la journée. Aperçu est fourni en standard avec votre Mac. C'est un logiciel très riche et très polyvalent qui vous aidera dans un très grand nombre d'usages pour lesquels, vous allez voir, il n'est pas nécessaire d'ouvrir des logiciels plus lourds tels que Photoshop ou Adobe Acrobat. Allez, on ralentit un petit peu et on commence tout de suite. Sur votre Mac, si vous double-cliquez sur une image ou sur un PDF, il y a de fortes chances que le fichier s'ouvre avec Aperçu. Si ce n'est pas le cas, le plus souvent après avoir installé un autre programme du type Adobe Acrobat pour les PDF, eh bien vous pouvez faire un clic droit sur votre image et choisir dans le menu Ouvrir avec Aperçu. Que ce soit pour les PDF ou pour les images, je vous recommande de faire d'Aperçu votre logiciel par défaut. D'abord parce qu'il s'ouvre beaucoup plus rapidement que les autres logiciels dédiés, Acrobat et compagnie, et parce que ensuite, 99% des choses que vous allez vouloir faire, eh bien vous pourrez les faire avec Aperçu. Pour définir Aperçu comme votre logiciel par défaut, faites un clic droit sur le fichier, par exemple ici un PDF, allez dans Lire les informations. Dans le menu Ouvrir avec ici, choisissez le logiciel Aperçu. Vous voyez qu'ici on vous liste tous les logiciels qui potentiellement peuvent ouvrir un PDF. Et cliquez sur le bouton Tout modifier. Cliquez sur le bouton Tout modifier, ça indique à votre Mac qu'à partir de maintenant, tous les PDF que vous ouvrirez, eh bien il devra les ouvrir avec Aperçu. Faites de même avec tous les formats d'images nécessaires. Lorsque vous ouvrez une image et que ce n'est pas Aperçu qui s'ouvre, modifiez ce format d'image pour faire en sorte que ce soit Aperçu qui l'ouvre. Par exemple, ici, j'ai une image au format HEIC. HEIC, c'est un format d'image généré par les iPhones. Donc cette photo a été prise avec un iPhone. Et bien, si je veux que cette photo s'ouvre systématiquement et toujours avec Aperçu, je vais faire la même manipulation. Clic droit, lire les informations. Je choisis Aperçu dans la liste et je clique sur Tout modifier. Notez qu'il y a de grandes chances que vous n'ayez pas besoin de faire cette manipulation. Sur la configuration originale des Mac, c'est Aperçu qui est prévu pour ouvrir les fichiers PDF et les fichiers images. Encore une fois, ce paramètre ne change que si vous avez installé des logiciels tiers qui ont pris la main sur Aperçu. Bien, nous allons commencer notre découverte d'Aperçu en travaillant sur des PDF. Et pour démarrer cette section, on va commencer à regarder les différentes possibilités de lecture d'un PDF à l'écran. Alors, il y a différentes façons de lire un PDF à l'écran. Les options sont disponibles dans le menu Présentation ici. Nous avons le mode Défilement continu. Ce mode permet d'afficher les pages les unes à la suite des autres, comme ceci. Nous avons le mode Page unique. Donc ce mode affiche une seule page par écran. Donc lorsque vous utilisez les flèches de votre clavier ou la molette de votre souris, eh bien, vous ne voyez qu'une seule page à la fois. Nous avons également le mode 2 pages. Personnellement, ça c'est mon mode préféré, c'est celui que j'utilise le plus souvent, puisque je trouve ça très agréable pour lire un bouquin ou même une bande dessinée, très adapté si vous avez des documents qui comportent des graphiques qui s'étalent sur 2 pages. Le mode diaporama, qui est un peu comme le mode double page, si ce n'est que nous passons en plein écran et que les pages défilent toutes seules. Donc c'est pas très adapté à la lecture d'un livre, puisque le défilement n'est pas réglable, on ne peut pas régler la vitesse de défilement. Par contre, si c'est pour afficher un PDF qui contient des images, des photos de vacances, là ce sera parfait. Lorsque vous êtes en mode diaporama, on a une petite palette d'outils qui apparaît en bas avec 3 boutons, donc page précédente, page suivante et reprise de la lecture. À partir du moment où vous cliquez sur page précédente ou page suivante, le diaporama s'interrompt et il faut recliquer sur le bouton play ici pour relancer le mode diaporama. Pour sortir du mode diaporama, il faut cliquer sur la petite croix qui se trouve ici. Le dernier mode, le mode plein écran, qui affiche automatiquement le document en double page, mais sans les boutons de défilement du diaporama. Donc là, vous pouvez naviguer dans votre document en utilisant les flèches de votre clavier ou la molette de votre souris, au choix.
Alors on reste dans les PDF et nous allons aborder les outils de collaboration, les notes et les options de surlignage. Alors pour ajouter une note, un petit post-it sur votre PDF, vous devez utiliser la barre d'outils d'annotation qui n'est pas visible au moment où on parle. Pour afficher cette barre d'outils, vous allez dans le menu présentation et afficher la barre d'outils d'annotation. Le raccourci clavier, majuscule, commande A. Vous pouvez également utiliser l'icône qui est présente sur la barre d'outils principale ici. Si vous cliquez ici, la barre d'outils annotation apparaît. Pour ajouter une note, il vous suffit de cliquer sur l'outil note ici présent. On tape le texte de notre note. Et voilà, nous avons inséré un post-it. Si vous cliquez à l'extérieur de la note se réduit et vous pouvez déplacer cette note comme bon vous semble. Vous pouvez également modifier la couleur de la note. Pour ça, en maintenant la touche CTRL appuyée sur votre clavier et en faisant un clic gauche sur la note, vous accédez à un menu contextuel qui vous permet de choisir la couleur de la note. Donc pour afficher le contenu d'une note, il suffit de cliquer dessus. La note s'ouvre et vous pouvez prendre connaissance du texte qui est à l'intérieur. Simplement, évidemment, si vous avez beaucoup de notes dans votre document, ça peut être un peu laborieux d'aller cliquer sur chacune des notes une par une. Dans Aperçu, vous avez la possibilité d'imprimer ces notes. Ça se passe dans le menu Fichier, Imprimer, et ici vous avez une petite case à cocher qui s'appelle Afficher les notes. Vous la cochez et vous allez avoir ici, on le voit tout de suite dans la prévisualisation, les pages qui vont apparaître en miniature sur la page A4, et dans la marge ici, vous avez les notes qui apparaissent. Donc j'ai généré un fichier en taille réelle pour vous montrer. Donc vous voyez qu'ici, à chaque fois que vous imprimerez une page sur laquelle une note se trouve, la page apparaît en modèle réduit, et on le retrouve ici, avec dans la marge toutes les notes qui ont été insérées dans le document. Beaucoup plus facile pour pouvoir en prendre connaissance et les lire lorsque vous travaillez à plusieurs. Autre outil collaboratif, les options de surlignage. Donc cet outil de surlignage se trouve sur la barre d'outils principale, il est ici. Si vous cliquez sur cette icône en forme de crayon, vous activez l'outil surlignage. Alors attention, c'est assez subtil, quand votre curseur se trouve dessus, on voit que le bouton est allumé, mais ici, vous voyez que le bouton est actif. Tant que le bouton de surlignage est actif, et bien lorsque vous cliquez dans votre texte, vous allez faire du surlignage. Donc pensez à le désactiver si vous voulez juste sélectionner du texte sans faire de surlignage, parce que dès lors que vous avez sélectionné l'outil surlignage, eh bien vous êtes en mode surlignage. Alors par défaut, lorsque vous avez activé l'outil surlignage, si vous sélectionnez du texte, ça vous met un petit coup de stabilo jaune comme ceci. Vous pouvez changer la couleur. Ici dans le petit menu contextuel, on peut passer du jaune au vert. Donc très pratique si on est plusieurs équipes à travailler sur un même document. Équipe rose, équipe bleue, équipe verte. On se croirait un petit peu dans Koh Lanta. Et puis, on peut également, dans le surlignage, souligner ou barrer du texte. Donc toujours pareil, on choisit l'option ici. Donc je vais souligner par exemple un passage qui me paraît important. Et au contraire, je vais pouvoir barrer quelque chose que je ne veux pas voir dans le document définitif. Donc j'informe ici mes collaborateurs que cette partie de texte me paraît inutile. Voilà pour ces options de surlignage, donc pensez à bien désactiver l'outil, puisqu'encore une fois, tant qu'il est actif ici, dès que vous cliquez dans du texte, vous allez faire du surlignage. Donc ici, je vais barrer du texte peut-être alors que je n'ai pas du tout envie de le faire. Donc on désactive l'outil surlignage en cliquant tout simplement sur l'icône. On est de nouveau de retour dans un mode sélection de texte standard. Un autre type d'opération que l'on peut avoir besoin de faire lorsqu'on travaille sur les PDF, c'est de manipuler les pages. Donc pour manipuler les pages, on peut le faire soit en mode vignette, comme ici, vous voyez que toutes les pages s'affichent les unes en dessous des autres dans la petite colonne de navigation vignette. On peut modifier cet affichage ici dans le menu affichage en choisissant par exemple le mode planche contact. Donc le mode planche contact est intéressant parce qu'on voit ici toutes les pages du document. Alors pour supprimer une page, eh bien c'est très simple, on la sélectionne et on appuie sur la touche Delete de son clavier. On peut sélectionner plusieurs pages et faire la même manipulation de suppression de pages comme bon nous semble. On peut également ajouter des pages, par exemple en provenance d'un autre fichier PDF. Donc ici sur l'écran j'ai deux PDF d'ouvert, je veux ajouter cette page là juste après ma page de couverture, eh bien je vais cliquer sur la page en question et la faire glisser dans le PDF de gauche, et vous voyez que je peux lâcher tout simplement et la page a pris sa place après la page de couverture, donc d'un PDF à un autre. On peut également très simplement déplacer des pages de la même manière. Cette page là je l'ai mise ici mais je me suis trompé, je veux la mettre plutôt après la page blanche qui est ici, et bien je peux cliquer, glisser la page tout simplement pour lui donner sa nouvelle place. Ça fonctionne bien évidemment de la même manière en mode planche contact et en mode vignette.
Une autre option très pratique aussi, c'est de pouvoir extraire des pages d'un PDF. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous cliquez sur la page que vous voulez sortir du PDF et vous la faites glisser sur votre bureau. Ici, vous avez une page autonome. Si je l'ouvre, vous voyez que j'ai qu'une seule page dans mon document. On peut également extraire plusieurs pages, hein, de la même manière. On va sélectionner plusieurs pages. Je maintiens la touche majuscule de mon clavier enfoncé. Je clique sur les pages qui m'intéressent et je les fais glisser en dehors du fichier. Là, ici, j'ai un document de 5 pages, puisque ce sont les 6 pages, pardon, puisque ce sont les 6 pages que j'ai sélectionnées. Pensez à bien sauvegarder votre travail, hein, quand vous avez fait des manipulations sur votre fichier. Dans Aperçu, le petit symbole de fermeture ici en haut à gauche vous indique que le document n'est pas sauvegardé parce qu'il y a un point noir à l'intérieur, hein. Ça, c'est un petit détail que je vous donne. Ça peut être pratique à avoir à l'esprit. Tant qu'il y a un point noir à l'extérieur, ça vous indique que votre document n'est pas sauvegardé. Quoi qu'il en soit, lorsque vous tenterez de sauvegarder votre document, on va vous dire attention, vous n'avez pas sauvegardé vos changements, donc pensez à valider vos modifications pour que ça puisse être pris en compte dans votre PDF. Avec Aperçu, vous allez également pouvoir protéger vos PDF. Alors pour mettre en place les protections sur le PDF, vous allez dans le menu Fichier et modifier les autorisations. La première chose qu'Aperçu va vous demander ici, c'est le mot de passe du propriétaire. Ce mot de passe, c'est votre mot de passe. Ça ne devra être transmis à personne d'autre qu'à vous. C'est ce qui va vous permettre justement d'empêcher que ces autorisations puissent être modifiées dans le futur. Donc ici, j'ai mis un mot de passe très simple, Tata. On est d'accord que dans la vraie vie, vous n'utilisez jamais de mot de passe aussi simple, hein, Tata, Toto, 1, 2, 3, 4. Tout ça, ce sont des mots de passe à proscrire puisque n'importe quel algorithme de base peut casser ces mots de passe en quelques secondes. Une fois que j'ai mis un mot de passe propriétaire ici, je vais pouvoir définir ce que les gens vont pouvoir faire sans devoir indiquer le mot de passe. Là, tout est coché, ça veut dire que tout est possible. Si j'ouvre le document, je vais pouvoir l'imprimer, je vais pouvoir enlever des pages, etc. Si je ne veux pas que le document puisse être imprimé, par exemple, je vais décocher cette case. À partir de ce moment-là, quand je vais sauvegarder mon PDF, eh bien, on ne pourra plus imprimer le PDF sans donner le mot de passe propriétaire. Et comme le mot de passe propriétaire, il n'y a que vous qui le connaissez, eh bien, votre document ne pourra pas être imprimé. De la même manière, si vous voulez empêcher qu'on puisse retirer des pages de votre document, vous voulez vous assurer de l'intégrité de ce document, eh bien on peut décocher cette case ici et personne ne pourra supprimer de pages dans votre PDF. On peut faire la même chose avec les annotations, la copie du texte. Je vais d'ailleurs décocher cette case, ce qui empêchera de copier du texte. Donc j'applique mes réglages et je sauvegarde mon document. Voyons ce qui se passe quand je vais le rouvrir. Je le ferme, je le rouvre. Est-ce que je peux imprimer mon document? CTRL P, non, je ne peux pas imprimer mon document, on me demande le mot de passe. De la même manière, dans le menu Fichier, si je fais imprimer ici, on va me demander le mot de passe du propriétaire. Donc je ne peux pas imprimer ce document. Si je vais sur du texte et que je tente de sélectionner du texte et de le copier, je fais un commande C sur mon clavier, vous voyez qu'ici, pareil, on me demande le mot de passe du propriétaire. Et enfin, par exemple, si je veux supprimer cette page, eh bien, toujours pareil, hein, je ne peux pas la supprimer. C'est impossible puisque la fonction d'édition a été désactivée et que pour ça, il faut déprotéger le document. Donc pour déprotéger le document, il faut aller en Fichier, modifier les autorisations et là, on va vous demander à nouveau le mot de passe du propriétaire. Donc là, je vais le renseigner. Donc ça permet d'interdire effectivement ce type de choses. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous rentrez le mot de passe propriétaire, toutes les autorisations sont réinitialisées et il va falloir les réappliquer. Donc là, je vais décocher tout ça. Donc ça, c'est pour éviter que votre document puisse être soit imprimé, modifié, vous avez compris. On peut aussi rajouter un niveau supplémentaire de protection, c'est un mot de passe à l'ouverture. Alors là, pour le coup, c'est un mot de passe qui doit être différent du mot de passe propriétaire et c'est un mot de passe que vous allez pouvoir donner. Alors par exemple, vous êtes dans une association et vous transmettez un PDF qui est destiné uniquement à vos membres. Donc vous allez pouvoir leur communiquer le mot de passe. Tous les membres de votre association connaîtront le mot de passe, mais les personnes qui n'appartiennent pas à votre association et qui n'ont pas le mot de passe, eh bien, ne pourront pas ouvrir le document. Donc là, j'ai mis un mot de passe pour l'ouverture, un mot de passe propriétaire, j'ai désactivé l'impression, la copie et la modification de mon PDF, j'applique mes réglages et j'enregistre. Voyons ce qui se passe quand je vais de nouveau rouvrir mon PDF. Déjà, vous pouvez constater qu'il y a un petit cadenas sur l'icône, hein, ce qui montre que le fichier est protégé. Et là, vous voyez, dès l'ouverture, j'ai le système qui me demande un mot de passe. Donc, je vais devoir mettre le mot de passe d'ouverture pour ouvrir mon PDF. Ici, j'ai tapé Toto. Notez que tant que je n'ai pas donné le mot de passe, les vignettes sont blanches. Hein. On ne voit pas le document. On ne peut même pas deviner de quoi est constitué mon PDF. Je valide mon mot de passe et ça y est, je suis dans le document. Dernière petite chose, à noter que lorsque vous ouvrez un fichier qui est protégé comme celui-ci, si vous mettez le mot de passe propriétaire à l'ouverture, ça marche également. Le propriétaire ayant tous les droits, vous allez pouvoir absolument faire tout ce que vous voulez dès lors que vous avez rentré le mot de passe propriétaire.
Attention, vous avez rentré le mot de passe propriétaire, ça veut dire que toutes les autorisations ont été réinitialisées et qu'il va falloir les paramétrer à nouveau. En même temps, c'est normal, hein, ce type de réglage, en général, on le fait une fois et on ne revient pas plusieurs fois sur les protections qu'on décide de mettre sur un document. Voilà, vous savez maintenant comment protéger votre PDF avec Aperçu. On reste dans le domaine de la confidentialité avec un outil qui est apparu dans les dernières versions d'Aperçu, c'est l'outil caviardage. Alors à quoi sert cet outil? Eh bien ça sert simplement à masquer des choses dans votre document PDF, des choses que vous ne voulez pas qu'on puisse lire dans votre document. Par exemple, imaginez que vous ayez un contrat à transmettre et que dans ce contrat vous souhaitez masquer des montants, masquer des noms propres, des informations sensibles. Vous allez pouvoir le faire avec l'outil caviardage. Ça se passe dans le menu Outils, Caviarder ici. À partir du moment où vous lancez cette option, on vous prévient et on vous dit que tout ce que vous allez caviarder sera définitivement perdu. Donc on va dire OK. Et là, vous voyez que votre curseur s'est changé et on va pouvoir sélectionner du texte. Et tout le texte que vous sélectionnez, vous voyez, est barré avec cette grosse barre noire là. Et ça, ce sera totalement indélébile, hein. C'est comme si vous preniez un gros marqueur sur une feuille de papier et que vous effaciez consciencieusement tout ce que vous ne voulez pas qu'on puisse consulter. Alors c'est même mieux qu'avec un marqueur, hein, parce que sur une feuille de papier et un marqueur, on peut quand même récupérer l'information. Là, vous allez voir que c'est absolument irrécupérable, sauf pour vous, en tant que propriétaire sur votre machine, puisque avec l'option de versionning intégrée à Aperçu, comme on le verra tout à l'heure, vous allez pouvoir revenir en arrière et récupérer une version antérieure. Pour le reste, toute personne à qui vous transmettrez le PDF ainsi caviardé ne pourra absolument pas récupérer les informations qui s'étaient cachées derrière ce caviardage. Donc ici, à partir du moment où vous avez caviardé votre texte, pensez à le sauvegarder. Et si j'ouvre à nouveau mon fichier PDF, je mets le mot de passe d'ouverture. Vous voyez qu'ici, je ne peux plus sélectionner le texte, hein, c'est terminé. Tout ça est caché, tout ça est absolument irrécupérable. Encore une fonction intéressante concernant les PDF sur Aperçu, c'est la capacité d'Aperçu à faire réduire un petit peu le poids de vos PDF. Donc les PDF, parfois quand on les réalise, c'est des documents qui peuvent être relativement lourds. Donc si je regarde les informations de ce document, clic droit, lire les informations ou commande I au clavier, je peux constater que ce PDF pèse la bagatelle de 50 mégaoctets. C'est un poids raisonnable pour un PDF et c'est un peu trop lourd, hein, notamment si je veux l'envoyer par mail, par messagerie ou autre. Dans Aperçu, on a la possibilité de faire maigrir un peu les fichiers PDF. Pour ça, ça se passe dans le menu Fichier, Exporter. Comme nous sommes en train de travailler sur un PDF, Aperçu nous propose naturellement d'exporter notre document au format PDF, mais ce n'est pas le format de fichier qui nous intéresse ici, ce sont les filtres qui sont disponibles juste en dessous. Alors ces filtres Quartz en réalité sont plutôt destinés à des images, hein, puisqu'on peut faire des exports en bleu, en sépia, ce genre de choses. Mais il y a une fonction qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la fonction Reduce File Size, en français, réduction du poids de fichier. Donc je vais choisir cette option-là, je vais donner un autre nom à mon fichier, je vais l'appeler test poids. Voilà. Je vais le sauvegarder sur mon bureau, et on va sauvegarder notre fichier avec ce filtre actif. J'en enregistre. Le fichier se sauvegarde après quelques secondes de travail. Et si je regarde ce fichier nouvellement créé et que je regarde les informations, commande I, je peux constater que le fichier fait 4,5 mégaoctets, c'est-à-dire quasiment 10 fois moins lourd que le fichier précédent. Alors si j'ouvre les deux documents et que je les compare un petit peu, on va constater qu'il y a une perte de qualité au niveau des images, hein, puisque ce sont les images qui sont les plus lourdes et c'est donc les images qui sont ciblées en premier. Donc là, sur cette image-là, c'est pas flagrant. On va essayer d'en trouver une autre. Voilà, celle-ci par exemple. Si on regarde dans le détail, on peut constater que le grain et la finesse de cette image, hein, la qualité des détails est plus élevée dans le fichier original que dans le fichier qui a été allégé. Donc évidemment, ces images-là ont été compressées pour gagner en poids. Alors, sur ce type d'image, ça n'a pas grande importance, hein, vous pouvez le constater, ça reste très très lisible. Le texte, quant à lui, n'a absolument pas bougé, hein. Le texte c'est du vectoriel, donc ça pèse quasiment rien. Donc ça n'a pas bougé, le texte est toujours aussi lisible. Donc vous voyez que, à part les images qui elles subissent un petit peu de dégradation, vous pouvez faire maigrir vos PDF de manière très importante grâce à cette fonction. Bien. On change maintenant un peu de support, on va travailler sur des images, bien que la plupart des fonctions d'annotation que je vais vous montrer sont également utilisables sur des PDF, mais là on va travailler un petit peu sur des images.
Alors le premier outil que je vais vous montrer sur les images, c'est l'outil de rotation. Donc là par exemple, nous avons une photo qui a été prise à la verticale via un téléphone, probablement mal réglé, et donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir redonner à cette photo une orientation normale, à savoir horizontale. Donc pour ça, je vais cliquer sur cet outil, qui est l'outil de rotation, tout simplement une première fois, ça fait tourner l'image vers la gauche, et voilà, mon image est de nouveau droite. On peut cliquer de manière successive sur ce bouton pour faire tourner l'image comme bon nous semble, et on peut utiliser également les raccourcis clavier, donc commande L pour tourner vers la gauche et commande R pour tourner vers la droite. Un autre besoin fréquent qu'on peut avoir sur les images, c'est de devoir les recadrer. Alors par exemple ici, dans l'image que nous avons sous les yeux, il y a beaucoup trop de place donnée au sol. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on recadre un petit peu sur le chat. Donc pour ça, il suffit de dessiner ici directement avec la souris une zone de recadrage. Cette zone de recadrage, je peux la déplacer librement en cliquant à l'intérieur. Je peux également modifier la taille en utilisant les petites poignées bleues qui sont à la verticale, à l'horizontale et dans les diagonales ici. Et une fois que j'ai la bonne taille pour mon image, donc je vais ajuster ça comme ceci, voilà. Je vais dans le menu Outils et recadrer. Ou alors j'utilise également le raccourci clavier commande K et j'ai recadré mon image. Alors quand j'ai défini ma zone de sélection pour mon recadrage, j'ai dessiné un rectangle. Si je dessine un rectangle, c'est parce que ici, dans les outils de sélection, c'est la sélection rectangulaire qui est sélectionnée. Je peux changer ça et utiliser une sélection elliptique par exemple. Et là, si je dessine une zone sur mon image, eh bien c'est une ellipse qui va s'afficher en lieu et place du rectangle. Comme pour toutes les autres formes, si je maintiens la touche majuscule enfoncée sur mon clavier, je vais forcer un cercle parfait. Une fois que j'ai délimité ma sélection, je peux la déplacer comme tout à l'heure, avec la petite main ici, et la positionner à l'endroit où je veux avoir cette sélection ronde. Lorsque je vais demander le recadrage, ici, outil recadrer, eh bien, j'ai bien une image ronde ici avec un fond transparent. Je n'ai plus qu'à l'exporter au format PNG, exporter, je choisis le format ici PNG, tête ronde de chat, sur mon bureau, et voilà, j'ai ici la tête du chat ronde avec un arrière-plan transparent. Donc ça c'est très pratique. Moi je m'en sers par exemple à chaque fois que j'ai besoin de rajouter une photo pour mes contacts dans mon carnet d'adresses. Bien tout à l'heure nous parlions de la manière dont on pouvait faire tourner une image via l'outil de rotation. On peut également retourner une image puisqu'on peut avoir envie par exemple que le chat regarde dans l'autre sens. Donc on va dans le menu outils, retournement horizontal, hop, et voilà notre chat regarde dans l'autre sens. On peut mettre la photo à l'envers, retournement vertical et revenir évidemment à l'état initial si besoin était. Voilà, c'est pas grand chose mais ça peut servir pour certaines fonctions ou certaines images qu'on aimerait faire pivoter soit à la verticale soit à l'horizontale. Un autre besoin fréquent qu'on a lorsqu'on travaille avec les images, c'est de faire du détourage, c'est-à-dire enlever l'arrière-plan d'une photo. Ici, j'aimerais enlever le fond gris sur cette photo de Carlin, de manière à pouvoir mettre mon petit Carlin où j'ai envie sur d'autres images en utilisant la transparence ici pour qu'on ne voit pas cet arrière-plan. Alors encore une fois, avec Aperçu, vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir des logiciels plus complexes comme Photoshop pour faire du détourage. On dispose de quelques outils qui vont nous permettre de faire des détourages simples. Alors il faut que votre image soit un minimum contrastée pour que ça fonctionne correctement. Faites des essais, vous verrez bien. Le premier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil Alpha Instantané. Donc c'est un outil qui se loge dans la barre d'outils des annotations. Pour faire apparaître cette barre d'outils, je vous le rappelle, présentation, afficher la barre d'outils annotation, le raccourci clavier majuscule commande A, ou alors vous pouvez cliquer sur cette icône dans la barre d'outils principale. L'alpha instantané, c'est cet outil-là. Je clique dessus, mon curseur devient une petite croix ici. Et comment est-ce qu'il fonctionne? C'est très simple, on va cliquer sur le fond qu'on veut enlever et on va tirer vers la droite. Au fur et à mesure que je vais faire ça, vous allez voir qu'il y a une zone rouge qui va s'étendre. Et je vous invite à regarder plus précisément au niveau des moustaches du chien. Et vous allez voir que plus je vais étendre ma zone, plus je vais demander au logiciel d'être un peu plus gourmand dans sa sélection. Et vous allez voir qu'on va petit à petit affiner notre sélection pour finalement obtenir ce qu'on veut. Donc je clique ici et je décale vers la droite. Le masque se répand, regardez les moustaches du chien, plus je vais vers la droite, plus ça va être précis et plus je vais pouvoir avoir une sélection précise. Top, là ça me plaît bien. Je lâche. J'ai ici une sélection qui a été faite automatiquement, on le voit ici avec le petit tracé fourmi. Vous appuyez sur la touche Delete de votre clavier. On vous précise que votre image va être convertie au format PNG pour que vous puissiez conserver la transparence ici. On va dire OK, convertir. Et voilà. Mon petit Carlin a été extrait du fond et je vais pouvoir sauvegarder mon image pour en faire quelque chose d'utilisable sur d'autres supports. Donc je vais dans Fichier, Exporter.
On est dans le format JPEG, mais ce qu'on veut c'est un PNG, donc je vais le sauvegarder ici au format PNG. Je vais l'appeler chien détouré et je sauvegarde. Voilà, j'ai maintenant ici une photo de chien dont le fond est totalement transparent, hein. On ne voit plus l'arrière-plan qui était derrière le carlin. Une autre manière pour faire du détourage, c'est d'utiliser l'outil lasso intelligent. Alors ça se situe également dans les outils de sélection, on le retrouve ici, lasso intelligent. Donc ça permet de détecter les contours, mais ça vous donne une plus grande liberté pour la sélection de la zone à détourer. Donc je sélectionne le lasso intelligent. Et je vais déplacer la croix ici le long du contour de mon chien. Vous allez voir que ça va dessiner une forme sous forme de masque également. Donc je clique ici et je fais le contour de manière assez grossière. Voilà, et vous voyez qu'au fur et à mesure que je me déplace ici, j'ai une zone qui se définit. Hein. Donc j'ai un contour rouge avec un intérieur noir. Ici, je vais couper la tête du chien. Hop là, je passe ici, puisque là, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la tête du chien. Donc je fais mon contour comme ceci, je détecte. N'hésitez pas à manger un peu sur le chien. Hein. C'est Aperçu qui fera le travail après. Voilà, vous relâchez et hop, la sélection, vous voyez, on voit bien au niveau de l'oreille, là c'est parfaitement ajusté sur le côté. Donc là les petits poils, c'est pas passé, mais pour ce que je veux en faire, ça me suffira très bien. Donc là, attention, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné la tête. Hein, et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est enlever tout le reste en fait. Donc pour ça, on va inverser la sélection. On va utiliser le raccourci clavier commande majuscule I. Ça inverse la sélection. Et maintenant que la sélection est inversée, c'est plus la tête qui est sélectionnée, mais tout ce qui est autour, eh bien, je vais simplement utiliser la touche Delete de mon clavier pour supprimer le fond. Ici, on m'a dit à nouveau qu'il fallait que j'enregistre mon image au format PNG si je voulais conserver la transparence. C'est donc ce qu'on va faire. Je vais faire Fichier, Exporter. On va choisir à nouveau un format PNG. Je vais l'appeler tête seule. Voilà, je la sauvegarde sur mon bureau et si je regarde attentivement cette petite photo, dorénavant, je vois que effectivement, j'ai bien la tête du chien avec tout le tour transparent. De retour sur le chat pour regarder les différents outils qu'il nous reste à découvrir sur Aperçu. Le premier outil que je vais vous montrer ici, c'est un outil de dessin qui s'appelle Esquisse. Alors vous allez pouvoir dessiner de manière libre sur votre écran avec ça, mais ce qui est intéressant avec Esquisse, c'est que si vous faites une forme géométrique à peu près reconnaissable, eh bien Aperçu va vous la corriger. Donc vous voyez ici j'ai fait un carré très moche et il me l'a corrigé pour me faire un joli carré tout propre. Alors d'ailleurs il me propose de conserver mon carré tout moche ou de garder le carré en question. Donc là je vais conserver le carré en question. Même chose si je fais un rond, hein, si je fais un rond pas très beau ici, hop, il me le corrige. Je peux garder mon rond patate ou prendre le joli rond. Pareil pour une ellipse, hein, si je fais une ellipse ici, il va me proposer de garder une belle ellipse. Cette forme, je peux aussi l'adapter et la modifier selon mes besoins, puisque comme n'importe quelle autre forme dessinée dans Aperçu, vous allez pouvoir travailler avec. Alors un truc intéressant avec l'outil Esquisse, c'est que c'est le seul outil qui va vous permettre de faire des rectangles sous un certain angle. Alors je m'explique, quand vous dessinez avec Aperçu un rectangle comme ça, ici, là, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire à l'horizontale, ce carré. Hein. Il est forcément à l'horizontale, vous pouvez jouer sur la hauteur, la largeur, mais on ne peut pas le faire tourner, il n'y a pas d'outil pour faire tourner ces formes-là. Avec l'outil Esquisse, vous pouvez dessiner un rectangle selon un certain angle et Aperçu va le corriger et va vous maintenir l'angle que vous avez dessiné. Donc ça c'est plutôt pratique et c'est notamment la seule chose que vous pourrez utiliser pour dessiner un rectangle sous cet angle-là par exemple dans Aperçu. Alors je vais enlever toutes les formes, on va faire un peu le ménage. Pour ça je clique sur une forme, n'importe laquelle, hein, celle-ci par exemple. Je clique sur commande A pour sélectionner toutes les formes à l'écran et j'appuie sur Delete pour les supprimer. Alors attention quand vous faites ce genre de choses, hein, si vous faites commande A sans avoir sélectionné une forme en particulier, si je fais ici commande A et que je fais Delete, eh ben, j'efface l'image de fond. Hein, donc attention quand vous faites ce genre de choses à bien sélectionner les éléments qui vous intéressent. Donc quand on clique sur une forme et qu'on fait commande A, ça sélectionne toutes les formes à l'écran. Bien, on va effacer tout ça et on passe à l'outil suivant, l'outil de dessin main levée tout simplement. Donc c'est exactement le même que l'autre, sauf que là, il corrige absolument rien. Donc c'est juste un outil qui permet de faire des tracés de cette manière-là. Donc comme pour tout le reste, hein, vous pouvez changer la couleur de votre tracé si vous le souhaitez. Hop, alors je vais sélectionner mon tracé ici, voilà, je vais changer sa couleur. On va le mettre en vert. Vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Voilà, c'est juste quelque chose pour tracer des choses à main levée. Alors avec la souris c'est un peu malheureux comme tracé, c'est pas très joli. Si vous avez un stylet vous pourrez faire des choses un peu plus jolies. Mais voilà, c'est juste pour faire des lignes un petit peu à main levée tout simplement.
À côté de l'outil dessin à main levée, on a un menu déroulant qui nous donne accès à différentes formes prédéfinies. La ligne pour commencer. Quand vous cliquez dessus, ça vous met une ligne sur votre écran. Vous pouvez modifier la longueur de cette ligne en utilisant les poignées bleues pour tirer. Vous pouvez modifier la longueur et donc l'alignement de cette ligne, vous pouvez la faire tourner comme bon vous semble. Au milieu, il y a une petite poignée verte. Cette petite poignée permet de modifier la courbure de la ligne. Vous pouvez comme ça modifier la courbure en faisant glisser cette petite poignée verte. À côté de ça, vous avez la flèche. Même chose, ça vous met une flèche à l'écran et cette flèche, vous allez pouvoir l'agrandir, modifier son orientation et modifier sa courbure. A noter qu'une flèche peut devenir une ligne et une ligne peut devenir une flèche. Quand vous sélectionnez la ligne ici, si vous allez dans les options de trait, là, vous pouvez choisir non seulement l'épaisseur de votre trait, mais également si c'est une flèche au début, si c'est une flèche à la fin, ou si c'est une flèche des deux côtés, en sélectionnant les options correspondantes ici. Alors le rectangle, vous cliquez dessus, ça vous met un rectangle à l'écran. Comme d'habitude, vous pouvez le déplacer là où vous le souhaitez, modifier sa taille. On ne peut pas le faire tourner, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt avec l'outil Esquisse. Vous n'avez pas la possibilité de faire tourner ce rectangle, il va falloir vous contenter d'un rectangle à l'horizontale comme ceci. Ce rectangle, si vous voulez faire un carré parfait, vous pouvez essayer de le faire comme ça, mais le plus simple c'est d'appuyer sur la touche majuscule. Et là vous avez un carré parfait qui va vous être imposé. Tant que vous gardez la touche majuscule enfoncée, vous avez un carré aux proportions parfaites. À côté, on a le rond, pareil, vous cliquez, ça vous crée un rond. Ce rond va pouvoir être modifié, enfin cette ellipse pour être précis, pourra être modifié comme bon vous semble également. Et si vous appuyez sur la touche majuscule, vous serez contraint à un cercle parfait. On a l'outil bulle de parole ici qui est très sympa pour faire des petites BD, des petits romans photos. Donc vous pouvez ici agrandir votre bulle de parole. Cliquez sur la poignée verte ici pour allonger la queue de la bulle de parole et cliquez sur cette poignée verte ici pour augmenter ou réduire l'épaisseur de la queue de la bulle de parole. L'étoile. Alors l'étoile est un peu particulière puisque donc cette étoile vous allez pouvoir comme d'habitude la déplacer, l'agrandir, etc. On ne peut pas la faire tourner, pareil. Avec la petite poignée verte qui se trouve ici, vous allez pouvoir augmenter le nombre de branches. Donc il suffit de cliquer ici et de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous diminuez le nombre de branches. Et puis la deuxième poignée verte qui se trouve ici, c'est pour la hauteur de vos branches. Vous allez pouvoir comme ça modifier l'allure de votre étoile. Dernière forme, le polygone, donc même chose, vous avez ici la possibilité d'agrandir ce polygone, pareil, on ne peut pas le faire tourner, et avec la poignée verte, vous pouvez augmenter le nombre de faces sur ce polygone. Alors pour toutes ces formes, vous allez pouvoir jouer sur la couleur de contour, l'épaisseur de contour et la couleur de fond de la forme. Ici, il n'y a pas de couleur de fond sur ces formes, mais on va pouvoir modifier ça assez facilement. Donc si je prends par exemple ce cercle, alors on va faire un peu de ménage, là on va pousser tout ça. Si je prends ce cercle ici, je peux modifier sa couleur de contour dans ce menu-là, donc je vais dire par exemple que c'est un bleu, et puis je peux modifier sa couleur de fond. Alors là pour le moment il n'y a pas de couleur de fond, parce que c'est positionné sur pas de couleur, c'est-à-dire cette icône-là, mais je peux indiquer ici une couleur de fond jaune par exemple. Donc ça je peux le déplacer par exemple sur la tête de mon chat. Et si je veux, je peux également jouer sur l'opacité de cette couleur de fond. Donc pour ça, je vais retourner dans couleur de fond, je vais sur afficher les couleurs, et grâce au petit curseur qui se trouve ici, je peux modifier l'opacité de la couleur de fond de manière à pouvoir voir au travers et découvrir le chat au travers du cercle. Alors cette opacité, on peut également la régler sur la couleur de contour sans aucun problème. Ici, si je modifie la couleur du contour, je peux modifier son opacité comme bon me semble. Quand vous avez cette palette affichée, bien entendu, vous pouvez également modifier directement la couleur. Il vous est possible ici de modifier la couleur en utilisant la roue chromatique qui se trouve ici. Avec les outils d'annotation, d'aperçu, on va également pouvoir placer du texte sur nos images et sur nos PDF. Pour ça, on utilise l'outil texte. J'ai cliqué sur l'outil, j'ai une zone de texte qui vient d'apparaître à l'écran et je peux bien entendu modifier le contenu de ce texte comme bon me semble. Cette zone de texte, on va pouvoir la modifier, la déplacer. Donc ici, je peux la positionner où je veux. Je peux modifier la police de caractère. Donc soit vous sélectionnez le texte à l'intérieur, soit vous cliquez simplement sur cette zone de texte. Ici, on va pouvoir dans le menu police modifier la police de caractère utilisée. On va pouvoir modifier sa couleur. On va pouvoir modifier la taille. Si c'est du gras, pas du gras. Si c'est du souligné, pas du souligné, etc. L'alignement, droite, centré, justifié, ça vous connaissez, c'est comme dans tous les traitements texte traditionnels.
Notez que sur cette zone de texte, vous ne pouvez pas modifier la hauteur. Cette hauteur va s'adapter automatiquement en fonction de la largeur de cette zone de texte. Par exemple ici, si je réduis la taille de ma zone de texte, vous voyez que le texte va passer sur 2 lignes et la zone de texte va grandir au fur et à mesure de la largeur que vous lui appliquez. Ça ne peut pas être modifié manuellement, on ne peut pas soi-même dire je veux une zone de texte qui fasse cette taille-là. Alors sur une zone de texte, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une couleur de contour et une couleur de fond. Je vais faire ça comme ça, on va mettre une couleur de contour ici, et une couleur de fond, on va mettre un jaune, comme ceci. Le problème ici, c'est que c'est pas très joli. Si vous laissez votre texte aligné à gauche, ça colle au bord, ici c'est un peu moche. Alors on peut corriger ça et centrer le texte dans la zone de texte, mais je ne peux ni gérer la marge haute, ni gérer la marge basse. Donc ça c'est pas très joli. Si je veux mettre une zone de texte un peu plus grande, avec un texte centré au milieu verticalement, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible dans Aperçu. Donc la solution la plus simple pour ça, donc on va enlever la couleur de fond et la couleur de contour. La solution la plus simple pour ça, c'est de dessiner une forme rectangulaire par exemple. C'est la forme que je veux utiliser. Donc je vais lui donner une couleur de contour à cette forme. On va lui donner un jaune comme tout à l'heure. Et je vais pouvoir l'agrandir pour la rendre suffisamment importante pour contenir mon texte dans son intégralité. Voilà, je veux des grandes marges tout autour. Alors petite astuce au passage, vous voyez que la forme que j'ai créée, elle recouvre le texte, puisque à chaque fois que vous créez quelque chose dans Aperçu, eh bien la dernière forme créée recouvre tout le reste. Tout est derrière. On ne peut pas gérer la profondeur. Je ne peux pas dire à Aperçu, ça tu me le mets en arrière-plan. Alors il y a une astuce pour ça, eh bien, il suffit de cliquer sur la zone de texte ici par exemple. Avec le raccourci clavier commande X, vous coupez cette zone de texte. Et avec le raccourci clavier commande V, vous collez cette zone de texte. Et comme vous venez de coller cette zone de texte, c'est donc la dernière chose que vous avez placée sur Aperçu, eh bien là, elle est bien devant le bloc en question. Et donc là, vous voyez, je peux faire quelque chose de plus joli puisque je peux mettre un texte avec une marge très importante en haut et en bas. Ça, c'est beaucoup plus joli, ça permet de faire des choses un peu plus propres. Je vais sélectionner mes deux formes, je peux les déplacer et les mettre exactement où j'ai envie. Voilà pour les zones de texte dans Aperçu. Alors pour mettre du texte sur une image ou sur un PDF, on n'a pas le seul outil texte à notre disposition. En fait, on peut mettre du texte dans toutes les formes qui sont disponibles dans Aperçu. Donc je vous montre ça. Si je prends par exemple ici le carré avec des coins arrondis, d'ailleurs que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, donc ce petit carré avec des coins arrondis, il souffre des mêmes manquements que les autres formes, puisque je ne peux pas le faire tourner. Et puis l'arrondi ici, il n'est pas paramétrable, donc je ne peux pas décider de la valeur de cet arrondi, plus ou moins grand. Voilà, là je suis limité. Bref, c'est pas le sujet de cette partie. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans n'importe quelle forme, un carré avec un rectangle arrondi, la bulle de parole, bien entendu, puisque elle est quand même prévue pour ça à la base, mais ça peut être aussi l'étoile, pourquoi pas. Dans n'importe quelle forme, vous pouvez ajouter du texte. Pour ça, il suffit de double-cliquer à l'intérieur. Et là, vous pouvez ajouter votre texte dedans sans aucun problème. Voilà, hop. Alors certaines formes se prêtent mieux que d'autres à la présence d'un texte à l'intérieur, mais bon, par exemple avec l'étoile ici, on peut modifier le nombre de branches, l'augmenter un petit peu, et puis on peut faire en sorte que ça tienne quand même si on le veut. Alors, vous allez voir que les formes dans lesquelles on met du texte se comportent un peu différemment de la zone de texte, puisque ici, si j'écris du texte à rallonge dans ma forme, eh bien vous allez voir que ce texte va finir par dépasser de la forme en question, et la forme ne s'agrandit pas, contrairement à la zone de texte qui, elle, s'agrandissait au fur et à mesure. Donc là, vous avez un petit plus qui est apparu ici, qui vous indique que vous avez du texte en excès, donc si vous tirez un petit peu, vous allez voir que là, cette fois-ci, vous allez pouvoir voir tout le texte. Et là, le petit plus a disparu. On est sûr que tout le texte est bien contenu dans la forme. Alors, de la même manière que pour la zone de texte, on n'a pas vraiment un contrôle très fin sur les marges gauche et droite de cette forme. Donc, c'est tout collé. C'est pas très très joli en réalité. Donc, on peut jouer sur les alignements, bien entendu. Là, je suis centré, mais si je me mets à gauche ou à droite, vous voyez, c'est pareil. On est tout collé au bord. On peut pas gérer la marge. Donc, même astuce que tout à l'heure. Si vous voulez avoir une marge plus conséquente, plus importante et donc plus esthétique, mettez une forme derrière votre texte, ce sera encore plus simple. Allez, on va nettoyer tout ça. Je vais sélectionner toutes mes formes en maintenant la touche majuscule enfoncée et je supprime en appuyant sur la touche Delete de mon clavier. On va regarder ensemble les deux dernières options de la palette d'outils formes ici. Alors, ce n'est pas vraiment des formes à proprement parler, on va plutôt parler d'options de mise en évidence de certaines informations sur une photo. On va commencer par l'outil Loop.
Donc cet outil loupe, lorsque vous cliquez dessus, eh bien, ça vous affiche une petite loupe à l'écran. La petite poignée bleue ici permet d'agrandir la loupe, et puis la petite poignée verte qui se trouve ici permet de modifier le facteur de zoom que vous voulez appliquer à cette loupe. Alors cette loupe, on peut modifier la couleur de contour, on peut décider de mettre un contour de couleur rouge par exemple, et on peut modifier également l'épaisseur de ce contour. Par contre, évidemment, comme c'est une loupe, on ne peut pas mettre de couleur de fond, hein, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Donc voilà pour la loupe, vous pouvez en mettre une ou plusieurs sur votre document, hein. Admettons que vous voulez faire des petits focus sur différents endroits de votre photo, vous pouvez comme ça rajouter des loupes assez facilement. Le deuxième outil de mise en évidence, c'est un outil qui s'appelle le masque. Alors je vais de nouveau faire un peu de ménage, on va supprimer les 3 loupes, et le masque s'utilise comme ceci. Donc quand vous cliquez ici, ça vous affiche cette zone sombre, hein, ce cadre sombre autour de la photo. Donc l'idée avec le masque, c'est de focuser un petit peu, de permettre à l'observateur de se concentrer sur un aspect particulier de l'image. Donc ici, cette zone-là, on va faire un focus sur la tête. Donc on estompe un petit peu l'image principale et on met une zone plus claire pour que l'attention puisse se porter sur cette zone plus claire ici. Alors la couleur de ce masque ici, là on est sur du noir à 30% par défaut. On peut modifier encore une fois, hein, la couleur de fond du masque ici. Donc là par exemple je peux mettre du rouge. Et puis en utilisant la palette de contrôle des polices, des couleurs pardon, on va pouvoir modifier l'opacité de ce masque et faire en sorte que mon masque noir devienne cette fois-ci un masque rouge. Voilà, ce sont deux options qui permettent de faire une mise en évidence, hein. La loupe, ça se passe de commentaires, et le masque qui permet donc d'obscurcir la plus grande partie de la photo pour ne garder que la partie principale sur laquelle on veut que l'observateur s'arrête. Voilà, ça donne aussi des effets esthétiques assez sympas, hein. On peut faire des choses rigolotes finalement avec le masque également. Allez, on continue dans les outils de la barre d'outils annotation et on va parler de la signature. Alors vous pouvez, grâce à Aperçu, positionner une signature sur vos documents, une signature graphique, hein. On ne parle pas ici de signature numérique, je ne parle pas de sécurisation de transactions, hein. Je parle vraiment d'une signature graphique. Si vous avez besoin de signer régulièrement un document, plutôt que de le faire à la main à chaque fois, vous pouvez directement coller cette signature sur vos PDF. Alors vous avez la possibilité d'utiliser des signatures par défaut, hein, qui sont fournies par Aperçu. Donc par exemple ici, hop, payer, je positionne cette signature sur mon PDF et puis je peux, le cas échéant, changer la couleur de cette signature, hein, si j'en ai envie. Vous pouvez créer vos propres signatures, par exemple ici c'est moi qui l'ai créé, hein, bon pour accord, c'est mon écriture que j'ai scannée avec la webcam du Mac. D'ailleurs, j'ai fait un article à ce sujet, hein, si vous voulez découvrir comment faire votre signature personnalisée sur Aperçu de manière à pouvoir l'utiliser de cette manière-là dans vos documents, eh bien suivez le lien qui s'affiche en haut de la vidéo, où vous retrouverez également ce même lien dans la description de la vidéo. Alors c'est évidemment plus adapté pour les PDF, hein, mais rien ne vous empêche de mettre une signature sur une photo, hein. Ça peut être un petit mot sympa que vous glissez à quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. Peu importe ce que vous avez besoin comme signature, vous pouvez les créer et les insérer directement dans vos documents le plus simplement du monde, hein. Vous pouvez augmenter la taille, le positionner où vous voulez, que ce soit sur une image ou sur un PDF, hein. Tout ça fonctionne de la même manière. Ici, vous avez vu que j'ai copié la signature d'un côté et je l'ai collé de l'autre. C'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez faire avec toutes les formes et tout ce que vous créez sur Aperçu, hein. Vous pouvez copier d'une image ici et le coller de l'autre côté, hein. Je peux faire l'inverse ici. Je copie la signature payée de là et je la colle ici sur ma photo. Et voilà, vous voyez qu'on peut comme ça passer d'un document à l'autre très facilement. Avec l'outil suivant, on va de nouveau constater qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir un logiciel plus compliqué du type Photoshop pour effectuer ce réglage. Le réglage dont je parle, c'est le réglage de la couleur, donc l'outil se trouve ici, et c'est ici que vous allez pouvoir effectuer certains réglages, comme par exemple une retouche au niveau de l'exposition, du contraste, ou si vous voulez modifier un peu la saturation de la couleur, l'image, sa température, etc. Par exemple, cette photo est légèrement sous-ex, je voudrais donner un petit peu plus de lumière au chat, et bien je vais pouvoir très simplement ici augmenter la luminosité de mon image et donner quelque chose d'un petit peu plus lumineux, un petit peu plus brillant comme ça. Je viens de corriger un peu l'exposition. On peut jouer sur le contraste, hein, je peux l'augmenter très fortement, la baisser très fortement pour donner quelque chose d'un petit peu old style, un petit peu comme ça. On peut utiliser la teinte sépia par exemple, hein, je peux décider de faire ça
type ancienne photographie, voilà. Tout ça est réglable directement dans l'outil photo. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez réinitialiser tous les réglages ici. Et puis donc il y a ici différents petits réglages qui sont possibles à réaliser grâce à l'outil réglage de la couleur. Un autre travail qu'on va avoir besoin de faire souvent avec les images, c'est de réduire la taille et le poids de l'image en question. Aujourd'hui, avec nos smartphones, on fait tous des images qui font plusieurs milliers de pixels de largeur et de hauteur, et ce sont des images qui parfois peuvent peser très lourd. Donc pour régler la taille de l'image, on va dans le menu Outils ici et on utilise la fonction Ajuster la taille. Donc quand je suis sur Ajuster la taille, ici, on me donne les dimensions de mon image. Ici, mon image fait 4032 pixels de large sur 1648 pixels de haut. C'est une très grande image. Et elle pèse 1,7 mégaoctets de poids. Donc ça commence à être raisonnable pour une image. Encore que 1,7 mégas aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Mais bon, on peut réduire considérablement tout ça en diminuant la taille de l'image. Par exemple, je vais lui demander à Aperçu de faire une image qui fasse 1000 pixels de large seulement. On va donc diviser la largeur de cette image par 4. Et alors quand vous faites ça, je vous conseille de ne pas décocher le petit cadenas qui est ici. Si vous cliquez ici, vous avez ouvert le cadenas et si vous recliquez, vous le fermez. Ce petit cadenas, il a pour objectif de maintenir la bonne proportion entre la largeur et la hauteur. C'est-à-dire que ici, si je divise la largeur de mon image par 4, eh bien ça va diviser également la hauteur de l'image par 4. Ainsi, elle ne sera pas déformée. Donc là, si je mets 1000 pixels de large, vous voyez qu'ici ça a divisé par 4 également la hauteur et je me retrouve avec une image de 409 pixels de hauteur. Donc si je valide ici, hop, mon image a été réduite, je peux la grossir, ici je peux zoomer un petit peu pour voir de près à quoi ça ressemble. Elle reste très exploitable et surtout elle est beaucoup plus petite pour être envoyée par mail ou par messagerie par exemple. Alors je vais revenir en arrière, on va revenir à la taille de l'image originale et je vais vous montrer ce qui se passe si vous décochez le petit cadenas. Donc si par exemple je retourne sur ajuster la taille, je décoche le petit cadenas, je donne ici une taille de 1000. Donc là forcément j'ai réduit la largeur de mon image mais j'ai pas modifié la hauteur. Donc là on a quelque chose qui est complètement aberrant, on a déformé notre image de manière complètement irrécupérable, c'est très moche. Donc je reviens en arrière et effectivement quand vous modifiez votre taille, pensez à bien laisser le petit cadenas coché. Alors, quand vous modifiez la taille de l'image, vous pouvez soit utiliser des pixels, soit des pourcentages. Donc je peux très bien dire, voilà, mon image, là elle est à 100% de sa taille, eh bien je veux qu'elle fasse un quart, donc 25%. Et donc là, à chaque fois, vous voyez que quand vous modifiez les dimensions, ben, vous avez donc la nouvelle taille de l'image qui apparaît ici, et le nouveau poids de l'image. Donc là, on est quand même passé de 1,7 mégaoctets à 119K, donc c'est-à-dire qu'elle pèse quasiment plus rien cette image. Donc là, si je fais 25%, hop, voilà, mon image est à 25% et on peut constater qu'elle reste quand même parfaitement utilisable pour envoyer par mail, envoyer par messagerie, comme je le disais précédemment. Voilà, donc n'hésitez pas, il est très important aujourd'hui d'optimiser un peu le poids des images, que ce soit pour votre site internet, on a toujours intérêt à avoir des images la plus légère possible sur son site internet, ou que ce soit pour envoyer par messagerie, puisque moins votre message sera lourd et moins vous contribuerez à la dégradation de notre jolie planète. Voilà, donc optimisez vos images avant de les envoyer, c'est important. Alors sur Aperçu, on va aussi pouvoir faire un petit peu de compositing, des petits photomontages simples. Alors pour vous montrer ça, on va utiliser des petites images que j'ai mis de côté. Ici on a la petite tête de chien qu'on a détourée tout à l'heure, vous vous rappelez avec l'outil Alpha Instantané. J'ai également ici un petit smiley que j'ai dessiné avec mon outil de dessin vectoriel. Et vous allez voir qu'on va pouvoir s'amuser à copier-coller ces éléments et les positionner sur une photo pour faire un petit photomontage. Donc par exemple sur la tête de Carlin détouré, je vais faire un commande A pour tout sélectionner et puis un commande C pour copier cette image. Je sélectionne l'image de mon chat et je fais un commande V pour coller. Et là vous voyez que mon petit Carlin est arrivé avec la transparence nécessaire. Alors là ici la photo est très grande, donc on peut comme ça agrandir un petit peu les éléments pour être capable d'aller chercher les poignets et être capable de redimensionner un petit peu la photo en question. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir positionner mon petit Carlin, ici par exemple au premier plan, pour rajouter une dimension différente un peu à mon image. Alors après, on peut s'amuser, je peux rajouter une petite bulle de parole à notre toutou, et lui permettre de dire des choses absolument abominables sur son compère le chat. Quel crétin, ce chat. Voilà, donc je vais diminuer un petit peu la taille de ma police pour que ça rentre dans ma bulle de parole. Voilà, je peux m'amuser à faire ce genre de choses. Donc pareil avec le petit smiley, si je veux copier ce smiley, commande C pour le copier, je reclique sur l'image du chat,
commande V pour coller mon smiley, je peux agrandir le smiley si j'ai envie. Quand j'ai fait je peux faire mon commande V plusieurs fois, hein, je peux ici copier à nouveau ce smiley et le recoller 1, 2, 3, 4 fois, autant de fois que je veux dans mon image. Donc ça permet vraiment de faire des petites choses rigolotes, on peut comme ça faire des petits photomontages. Vous pouvez copier un élément de l'image directement. Par exemple ici je vais faire une sélection circulaire autour de la tête de mon chat. Donc je sélectionne ici l'outil de sélection elliptique. Je vais décrire un cercle en maintenant la touche majuscule enfoncée. Je vais positionner ici le cercle au-dessus de la tête de mon chat et je vais faire un commande C pour copier la tête du chat. À partir du moment où j'ai fait ça, si je fais un commande V, eh bien je vais coller une nouvelle occurrence de la tête du chat, mais dans le rond que j'ai effectué au départ. Donc je peux comme ça m'amuser à faire des choses, comme je vous le disais, hein, rigolotes. On peut faire tout un tas de trucs marrants avec du photocompositing de cette manière-là. Donc récupérez des images au format transparent et faites vos petits montages comme ça. Vous voyez, c'est très très facile, hein. Ici on a la tête seule du chien qu'on a également détouré tout à l'heure. Donc pareil, hein, je peux la coller directement dans mon image et puis je vais pouvoir l'adapter et la positionner comme bon me semble pour faire mes petits photomontages. Voilà, ça vous permet de faire des trucs sympas. Alors pour illustrer ces fonctions de compositing dont je vous parle depuis tout à l'heure, on va faire un petit exercice et je vais vous mettre un petit peu dans ma peau lorsque je réalise des documentations ou des supports de cours. Ici, nous sommes dans Microsoft Word et on va imaginer que je suis en train de faire une documentation pour expliquer à l'utilisateur comment insérer un numéro de page dans Word. Donc quand on est dans Word, le menu insertion ici donne accès à l'option numéro de page et donc on va faire des captures d'écran pour montrer tout ça à notre utilisateur final. Bon, pour faire une capture d'écran ici de la fenêtre, je vais appuyer sur la touche commande majuscule 4. J'ai ici le petit curseur de sélection qui apparaît, donc je vais définir une zone sans relâcher mon curseur de souris. En maintenant la barre d'espace, je peux déplacer cette zone, donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher toute la fenêtre Word, mais également le menu du Mac là-haut, donc je vais aller positionner ça là-haut, et je vais descendre le plus précisément possible pour attraper le coin de ma fenêtre ici. Voilà, hop, et je relâche. J'ai donc fait une capture d'écran. Ensuite, on va capturer le menu. Donc pour ça, je vais dans le menu insérer, je positionne mon curseur sur l'élément que je veux garder en évidence, hein, et je vais faire la même commande, hein, commande Shift 4, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas décrire de zone à l'écran avec mon curseur, je vais appuyer sur la barre d'espace. Le fait que vous appuyez sur la barre d'espace, ça vous fait apparaître ce petit appareil photo ici. Et ce petit appareil photo, eh bien, vous pouvez le positionner sur les éléments qui vous intéressent. Donc là, c'est soit toute la fenêtre, soit le menu, uniquement, et donc là c'est bien lui qui m'intéresse, c'est ce menu que je veux capturer, donc je vais valider en appuyant sur la touche entrée de mon clavier. Voilà, j'ai donc deux captures d'écran, la capture d'écran de mon menu et la capture d'écran de Word. Word, on va le fermer, j'en ai plus besoin, hop, je sauvegarde pas, on s'en fiche. Donc voilà, j'ai donc deux captures d'écran maintenant. J'ai une capture d'écran du logiciel et une capture d'écran du menu. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai pas fait une capture complète d'entrée de jeu avec le menu déjà déroulé. Eh bien, vous allez voir que passer par deux captures différentes, c'est très pratique parce que ça permet de faire tout un tas de modifications qu'on ne pourrait pas faire si c'était une seule image. Ou en tout cas, on ne pourrait pas le faire de manière aussi facile. Alors, on va corser un petit peu le travail puisque on va imaginer que dans mon tutoriel, je ne peux pas mettre d'image qui fasse plus de 500 pixels de hauteur. Donc, je vais déjà commencer par recadrer mon image. Donc, recadrer une image, on sait comment faire, hein. On sélectionne ici avec une zone de sélection et on va dans l'outil recadrer. Sauf que, avant de faire ça, j'ai envie que mes captures d'écran soient jolies et soient propres. Si je pars du haut et que je m'arrête à 500 pixels, je vais couper quelque part par là. Et ça va faire une coupe franche, nette. Et moi, ce que j'aimerais, c'est garder ici le bas de mon image, là, avec le menu, la barre d'état de Word, etc. Donc, on va d'abord commencer par garder ça de côté. Donc, je vais ici prendre ma zone de sélection. Je vais aller très loin à droite, on s'en fiche, puisque ça ne va jamais plus loin que le bord droit de l'image. Pareil pour ici, je vais très loin à gauche. Là, je vais tout en bas. Pareil, je dépasse allègrement. Et je vais sélectionner la partie basse de cette image, puisque ce que je veux conserver, c'est le bas de la page, les petits contours ici, la barre d'état, etc. Une fois que j'ai fait ça, je fais un commande C pour la copier et commande V pour la coller. Et là, vous voyez que je viens de récupérer le bas de mon image dans un petit calque indépendant, en fait. Je peux déplacer ce truc-là comme j'ai envie. Donc maintenant, je vais pouvoir recadrer mon image comme bon me semble. Donc ici, je vais de nouveau faire une zone de sélection. Hop là, pardon. On est en mode saisie de texte, je vais me remettre en mode sélection. Donc là, je vais positionner ici une zone de sélection, je prends tout en haut, voilà, à gauche à fond, à droite à fond, hop. Et là, je vais limiter la hauteur de mon image à 500 pixels.
Alors regardez quand vous faites ça, hein, vous avez un petit cartouche qui apparaît et qui vous donne les dimensions de votre image. Donc là on voit que l'image fait 1751 pixels de large et 425 pixels de haut. Donc je vais descendre gentiment pour atteindre les 500 pixels. Donc c'est assez précis, hein, vous allez voir, hop là, 500, on y est presque. 500, je relâche. Et maintenant je vais pouvoir recadrer mon image. Outils, recadrer. Maintenant que j'ai fait ça, cette partie-là, là, je vais pouvoir la faire descendre tout en bas. Et ni vu ni connu, me voilà avec une fenêtre de petite taille, mais qui contient pour autant tous les éléments dont j'avais besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapatrier le menu sur la capture principale. Alors la même chose, hein, le problème c'est que le menu, il est beaucoup trop grand maintenant, et que si je le colle tout en haut de l'image, mon numéro de page il sort, hein, je ne peux pas afficher ça comme ça. Je ne peux pas réduire la taille de ce menu non plus, ça va écraser l'image, ça va être très moche. Donc là c'est pareil, on va faire un petit peu de compositing, on va s'amuser un petit peu à découper tout ça pour ne garder que ce qui nous intéresse. Donc moi dans mon cours, ce que je veux c'est montrer à la personne qu'elle doit utiliser la fonction numéro de page qui se trouve ici. Donc je n'ai que ça qui m'intéresse, le reste m'importe peu en réalité. Donc je vais mettre une zone de sélection, je vais la déplacer ici. On peut zoomer, hein. N'hésitez pas à zoomer pour être précis quand vous faites ce genre de choses. Je vais agrandir ma fenêtre, voilà. Cette zone de sélection, je la mets à fond à gauche, on s'en fiche. Je la mets à fond à droite, on s'en fiche. Je vais prendre juste au-dessus, là, et puis je vais garder le filet gris, là, il est propre, il est joli, on va le garder. Hop, ah pardon, j'ai raté, j'ai perdu ma zone. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a aperçu quand il détecte du texte, il passe tout seul en mode texte. Hein, donc, faut faire attention quand vous cliquez. C'est pour ça qu'il a tout lâché. Donc ici, je m'écarte bien à droite, bien à gauche. Je vais garder donc le petit filet gris et là, je descends juste au-dessus. Donc pareil, commande C pour copier, commande V pour coller. J'ai donc un élément indépendant. Je vais dézoomer. Cet élément indépendant, je vais aller le mettre quelque part par là-haut pour l'instant. Et puis on va couper tout ce qui nous intéresse plus en bas. Hein. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc imaginons qu'on va mettre numéro de page sous la fonction icône ici. Donc je vais supprimer tout ce qui est en dessous. Donc là pareil, hein, je fais une zone de sélection. Donc à fond à gauche, à fond à droite. Et je vais descendre pour aller chercher tout sauf qu'en fait je ne vais pas descendre complètement. Parce que si vous regardez la fin de mon menu ici, il y a un petit coin arrondi du plus bel effet. Et ça, je veux le conserver. Donc ça, je vais le garder, je ne vais pas le supprimer. Donc je sélectionne tout ça, j'efface tout ce qui ne m'intéresse pas. Et ici, dans ma zone de sélection, je vais aller copier ça. Donc je peux zoomer encore une fois pour être précis. Voilà. Donc là, je suis bien en haut. Je suis bien le plus large possible. Je regarde mes poignées de droite là. Donc là, on est bien comme ça. On est bien comme ça. Ah bah, je l'ai encore raté. Je m'y remets. Voilà. Donc je sélectionne bien tous ces éléments-là. Je copie. Commande C. Je dézoome. Et je colle. Commande V. Et là, on va pouvoir reconstituer notre petit menu en fait. Voilà. Donc je vais de nouveau zoomer ici. Ah, ça, on va le faire descendre un petit peu. Ça, on va le coller juste là. Voilà. Vous pouvez faire ça avec les flèches du clavier. C'est très précis. Et pareil pour cette partie-là. On va se positionner comme ça. Hop, on monte gentiment et on monte gentiment. Et là, vous voyez que j'ai récupéré la fin de mon menu. C'est bien propre. On a l'impression que c'est une image qui n'a pas été retouchée. Donc là, il ne faut pas oublier que l'image, en fait, elle contient tout ça. Hein. Donc là, on va de nouveau faire une sélection. Donc je sélectionne tout ça. Je vais à fond en haut. Je vais à fond à droite et je vais à fond à gauche. Et en descendant, je vais me caler juste pile poil à la fin de l'image pour ne conserver que ce qui m'intéresse. Outils, recadrer. Et voilà, j'ai un petit menu qui ne contient que ce qui m'intéresse. J'ai éliminé tout un tas de choses qui n'étaient pas intéressantes pour moi. On va sauvegarder l'image pour écraser un peu tous les calques. Et ensuite, on va faire commande A, commande C pour copier ce menu. Et de retour sur la première capture d'écran, je fais commande V. Et voilà, j'ai un petit menu que je peux positionner très précisément là où ça m'intéresse. Donc cette capture d'écran, j'en ai plus besoin, je vais pouvoir la fermer. Je vais aller chercher deux petits éléments graphiques que j'utilise très souvent dans mes tutoriaux également. Ce sont des petites mains qui pointent comme ça me permet de montrer certains éléments. Donc ici, cette petite main qui pointe en haut à droite, eh bien, je fais un commande A pour la sélectionner, commande C pour la copier. Je me positionne sur cette capture d'écran là, je fais commande V. Ici, je vais pouvoir positionner ma petite main qui pointe sur le menu inséré là-haut. Pareil pour cette petite main-là, commande A, commande C. Ici, je me mets là, commande V, et je vais pointer ici sur l'option de mise en page. Et là, on commence à avoir une petite capture d'écran qui parle bien et qui est très explicite pour notre utilisateur. On va continuer un petit peu. Je vais zoomer sur notre histoire là. Pardon, c'est l'autre.
Je zoome ici, voilà, et on va rajouter encore quelque chose pour mettre en évidence cette option. Donc je vais aller chercher un rectangle, ici. Il est de couleur rouge, donc ça me va très bien. Pas de couleur de fond, ça me va très bien aussi. Je positionne mon rectangle et je peux encore accentuer le fait que voilà, c'est bien sur cette fonction-là que je veux qu'on clique pour l'utilisateur. Alors vous voyez ici, j'ai un petit souci, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je vous rappelle que lorsque vous créez des formes, elles se superposent les unes après les autres dans l'ordre de création. C'est-à-dire que le cadre qui est ici, je l'ai créé en dernier, donc il est au-dessus de tout le reste. Ma petite main ici, elle est barrée là, donc ça fait un peu bizarre. Donc on va sélectionner la petite main en question, on va faire commande X pour la couper et commande V pour la coller. Et là, elle a repris sa place en dernier, donc au-dessus de tout le reste. Voilà, si je réduis à nouveau ma capture d'écran, vous voyez qu'en quelques secondes, on a fait un truc très sympa et on a tout fait dans Aperçu. Hein. On n'a pas eu besoin d'aller chercher Photoshop ou un outil de gestion d'image. On a des choses qui peuvent être comme ça très très propres, seulement avec Aperçu. Allez, un autre outil super génial qui est disponible via Aperçu, c'est l'OCR instantané. Donc ici, j'ai la capture d'écran qu'on vient de réaliser. Hein. Donc si je fais commande I pour voir, on est bien d'accord que nous sommes face à un fichier image. Hein. C'est un PNG, ce n'est pas du tout du texte, hein. C'est pas un Word. Donc si j'ouvre cette capture, effectivement, ce que l'on voit ici, ce n'est qu'une image. Pour autant, dès lors que vous ouvrez cette image dans Aperçu, regardez ce qui se passe quand votre pointeur se positionne à côté du texte. Immédiatement, Aperçu a détecté que ici c'était du texte qui était représenté dans cette image, et ce texte, vous allez pouvoir le sélectionner et le récupérer tout simplement sans avoir besoin de réécrire tout ça. Donc là, si je me mets dans un éditeur de texte, je peux coller le texte que je viens de récupérer directement dans l'image. Ça marche même avec des images qui sont un petit peu bizarroïdes. Hein. Ici, par exemple, j'ai une image prise sur Internet. Si je veux récupérer ici ce mot-là, carbohydrate, eh bien, regardez, je mets mon curseur juste à côté du mot. Hop, il y a un curseur qui s'affiche, un curseur de texte. Et là, je peux aller chercher le mot, le copier, et ici, je le récupère sans avoir besoin d'avoir à le ressaisir. Donc ça, c'est très pratique quand vous photographiez quelque chose qui contient du texte. Vous pouvez comme ça récupérer tout ce texte sans faire la moindre saisie. Vraiment, vraiment une super astuce, cette OCR instantanée que Aperçu nous met à disposition. Alors, quand je vous disais au début de cette vidéo que Aperçu était un véritable couteau suisse pour les PDF et les images, vous êtes d'accord qu'avec tout ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure, Aperçu n'a pas usurpé son titre de couteau suisse. On peut vraiment faire un très grand nombre de choses. Alors parmi les choses que Aperçu est capable de faire également, il est capable d'ouvrir un très grand nombre de fichiers d'images, comme on en a déjà parlé. Par exemple ici le format HEIC, le format natif des iPhones récents, mais également tout un tas d'autres formats d'images. En réalité, Aperçu saura quasiment ouvrir absolument tous les formats de fichiers que vous lui soumettrez. Il est également capable d'exporter dans différents formats. Donc, par exemple, ici, cette image au format HEIC, si je veux l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas d'iPhone et qui n'a pas de Mac, par exemple, eh bien HEIC, il risque d'être embêté pour le lire. Donc, je vais convertir cette image au format JPEG. Donc, pour ça, je vais aller dans le fichier, exporter, et je vais choisir un format JPEG, par exemple. Quand vous choisissez un format d'export, selon le format que vous utilisez, ici, par exemple, le format JPEG, on peut choisir la qualité d'export. Donc, qualité maximale, il n'y aura aucune perte sur votre image. Donc là, l'image fait 5,2 mégaoctets. Par contre, si je baisse un petit peu la qualité, ici, en baissant avec le petit curseur là, vous voyez que la photo descend à 1,4 mégaoctets. Et pour autant, la photo restera lisible. Donc, vous pouvez faire des tests. Et donc, ça vous permet déjà de faire un export en compressant un petit peu l'image. Donc là, quand vous faites un export, vous pouvez choisir parmi les quelques formats de fichiers qui sont proposés ici. Simplement, en fait, Aperçu est capable de faire des exports dans un plus grand nombre de formats de fichiers, mais ils sont un petit peu cachés. Donc pour voir tous ces formats de fichiers disponibles, vous devez cliquer sur le menu, mais en ayant pris soin au préalable d'appuyer sur la touche Option de votre clavier. Donc là, si je clique sur la touche Option, vous voyez que là, hop, j'ai accès à un plus grand nombre de formats d'images. Donc je pourrais exporter cette image au format GIF, au format JPEG, au format PNG, au format PDF, au format Photoshop, etc. etc. Alors les exports, on peut aussi le faire avec les PDF. Par exemple ici, si vous avez ce PDF, vous allez pouvoir utiliser le menu d'exportation et choisir par exemple JPEG. Alors si je prends JPEG, ça va vous convertir la page active au format JPG. Donc si je fais par exemple, ici on va l'appeler page tout court, page, je vais exporter cette page sur mon bureau, enfin le PDF sur mon bureau au format JPEG, et vous voyez que la page qui est sélectionnée c'est la première page, la page de la couverture. J'enregistre. Et donc le fichier qui vient de se créer sur mon bureau, c'est la première page de ce document. Voilà.
Pour convertir toutes les pages d'un PDF en JPEG, par exemple, pour avoir chaque page sous format image indépendante, je vous renvoie vers l'article que j'ai réalisé sur le sujet. Vous trouverez le lien en tête de vidéo et également dans les liens en description de vidéo. Alors voilà, nous voilà bientôt arrivés au terme de cette très longue vidéo sur Aperçu et on va terminer avec un tour de magie. Alors un tour de magie technologique bien entendu, mais quand même, vous allez voir que c'est quand même assez puissant. Prenons deux éléments comme celui-ci. J'ai ici un PDF que j'ai caviardé, hein, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Donc ce PDF il a été caviardé puis sauvegardé. Ça veut dire que là, eh bien, je ne peux plus récupérer le texte qui est dedans. Hein. J'ai beau faire ce que je ne peux plus rien faire. Et puis ici j'ai une image, pareil, hein, j'ai fait des petites formes dessus, j'ai posé des formes et puis j'ai sauvegardé l'image. Donc c'est une image aplatie, hein, je ne peux plus rien en faire. Sauf que le problème c'est que j'ai pas fait de copie de mon image originale. Et puis moi j'aimerais bien récupérer l'image du chat parce qu'en fait c'est la seule que j'avais. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ça se passe dans le menu fichier. Et vous allez voir qu'ici on a une machine à remonter dans le temps. Menu revenir à, et vous pouvez soit utiliser l'enregistrement précédent, revenir à l'enregistrement précédent, soit parcourir toutes les versions qui sont stockées dans le fichier. Donc ici je vais cliquer sur parcourir toutes les versions. Là j'ai carrément l'interface de Time Machine qui s'affiche. Hein. Si vous connaissez Time Machine, vous êtes familiarisé avec cette interface. Et là vous voyez que j'ai une petite timeline horaire ici à droite, et je peux naviguer dans les différentes versions. Et là on voit c'est toutes les versions du document qui ont été enregistrées. Donc je peux remonter jusqu'à jeudi 4 août 2022 si je le souhaite. Donc je peux cliquer ici, soit sur une date dans la timeline ici, soit en utilisant les flèches de navigation qui sont là. Et vous voyez qu'on va retrouver l'image sur laquelle j'ai travaillé et avec toutes les choses que j'ai pu faire pendant cette vidéo. Donc là je peux vraiment remonter tout au début. Donc soit en utilisant les flèches, soit en remontant directement dans la timeline ici. Ça c'est la date la plus récente. Et là vous voyez que j'ai mon image initiale, originale, avant même qu'elle ait été recadrée. Et là je peux dire restaurer. Et hop, je récupère mon image dans son état initial avant même que je commence à travailler dessus. Donc pareil pour le PDF, ici ce PDF je suis bien embêté parce que j'ai pas gardé de copie, j'ai caviardé le texte parce que je ne voulais pas que le destinataire puisse lire ce qui est dedans, mais j'ai fait la boulette, j'ai pas gardé de copie pour moi. Eh bien c'est pas très grave puisque moi en tant que propriétaire de ce document sur mon ordinateur, hein, ça ne marchera pas sur l'ordinateur de la personne à qui vous l'avez envoyé, eh bien je peux aller dans le menu fichier, revenir à, parcourir toutes les versions, et de la même manière vous allez voir que si je regarde un petit peu la page qui est là, si je remonte un peu dans le temps en cliquant sur les petites flèches ici, eh bien je vais pouvoir revenir à un état où mon texte n'était pas caviardé. Donc là c'est c'est le document aujourd'hui, là il est 12h29 au moment où je vous parle, et ici on est à 9h46. Donc vous voyez que je peux remonter dans le temps. Ce caviardage je l'ai fait après 9h46. Donc je vais valider cette restauration, et là hop, magie, je récupère mon texte éditable. Alors je précise à nouveau, le caviardage, personne d'autre que vous ne pourra l'enlever, hein, c'est sur votre machine. Moi, vous pouvez faire le test à la maison. Si je m'envoie le PDF sur un autre ordinateur, qui n'est pas l'ordinateur sur lequel j'ai fait le caviardage, eh bien je ne peux pas enlever le caviardage. C'est vraiment sur votre machine que c'est stocké. Je suis incapable de vous dire où c'est stocké précisément. D'ailleurs, si l'un d'entre vous le sait, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà, il n'y a que vous qui pouvez revenir en arrière sur ce type de choses. Vos destinataires éventuels ne pourront pas faire cette manipulation. Allez, c'est bientôt la fin de cette vidéo et avant de vous quitter, je vous montre un dernier outil. Il s'agit de l'outil Inspecteur. Alors pour afficher Inspecteur, vous pouvez aller dans le menu Outils, afficher l'inspecteur. Ici, commande I, le raccourci clavier, ou bien cliquer dans la barre d'outils ici sur le petit I pour afficher l'inspecteur. Alors sur un PDF, vous allez avoir pas mal d'informations, hein, le nom du PDF, le nom du fichier, je veux dire, son poids, la version de PDF utilisée, le nombre de pages, la taille du document, ici on est sur du 21-29-7, un document A4, le titre du doc, l'auteur, etc. On a différentes informations, des informations sur la protection du PDF, est-ce que ce PDF est protégé? Si oui, non, on peut modifier les autorisations directement ici. Sur une image, on a beaucoup d'informations disponibles, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous faites une photo, en fait, il faut savoir que vous transmettez énormément d'informations en même temps que cette photographie et que quiconque est capable de lire ces infos, eh bien, va apprendre des choses sur vous. Donc, je vous montre ça tout de suite. Dans l'inspecteur, on a le nom du fichier, on a le format de fichier, on a la taille, on a la date de création, la date à laquelle ce fichier a été modifié, la taille de l'image, la résolution de l'image, etc.
Au niveau de l'onglet Informations, on voit aussi au niveau des informations générales le mode colorimétrique de l'image. Donc ici on est sur du RVB en 8 bits, on est en 72 dpi, l'orientation c'est l'orientation normale, la largeur et la hauteur de l'image. Dans les données EXIF, ici, on a plein d'informations, notamment sur l'appareil qui a servi à fabriquer cette photographie. Donc là, on voit la valeur d'ouverture de luminosité, donc ça c'est pour les photographes. Il y a plein d'informations qui sont ici extrêmement précises. L'obturation, la vitesse d'obturation, le modèle d'objectif. Donc là, on voit que c'est un iPhone XS Max qui a pris cette photo. La longueur de la focale, enfin vraiment, il y a vraiment tout un tas d'informations. Au niveau du GPS, attention les yeux, là on peut savoir exactement où cette photo a été prise, donc sachez-le, hein, quand vous faites une photographie, vous embarquez avec votre téléphone portable la localisation GPS de la photo et de l'endroit où elle a été prise dans le monde, hein, donc vous avez cette information qui est stockée dans votre photo, donc longitude, latitude, etc. etc. Au niveau des données IPTC, ça ne vous donne pas grand chose, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en réalité. Les données TIFF, pareil, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Au niveau du moteur de recherche ici, vous pouvez mettre des mots-clés, donc ça permet de rechercher facilement des fichiers sur votre Mac. Donc là j'ai mis deux mots-clés, un chat et Pixar, Pixar étant le nom du chat de la maison. Et puis au niveau du petit crayon ici, on va pouvoir retrouver les différentes annotations qui ont été déposées dans l'image. Donc là par exemple ici, si je clique sur cette zone de texte, hop, ça me la sélectionne ici. Dans un PDF avec plusieurs pages, ça vous emmène à la page correspondante. Donc là, je peux sélectionner ici ma zone de texte et là, je peux sélectionner ici mon étoile. Donc voilà, ça c'est l'inspecteur. C'est donc un outil qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur les fichiers que vous manipulez et comme vous avez pu le constater, même parfois des informations relativement confidentielles. Alors il y a des outils, hein, par exemple pour enlever toutes les données EXIF d'une image. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que ça existe et si vous voulez assurer votre confidentialité de la manière la plus efficace possible, eh bien sachez quand même que lorsque vous envoyez une photo, vous n'envoyez pas que la photo du chat, vous envoyez aussi l'endroit où elle a été prise, l'heure à laquelle elle a été prise, etc. etc. Voilà, c'était tout pour l'inspecteur. Et voilà, c'est terminé. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Aperçu, le couteau suisse de votre Mac pour la gestion de vos images et de vos PDF. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partager la vidéo, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Vous pouvez me contacter à contact@kitkranet.fr pour toute question. N'hésitez pas, je réponds dans les plus brefs délais, le plus souvent. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à tous à bientôt.